Vendredi 5 avril 2019, le journal de Zawe TV. Les campagnes pour les législatives s'ouvrent dans une semaine. Dans cette perspective et après la publication du bulletin de vote, les partis en liste se mettent en ordre de bataille. Le lancement de la tournée de sensibilisation des membres du Bloc républicain dans un instant. Ils sont nombreux les docteurs gynécologues qui recourent de plus en plus à la césarienne au Bénin. Un acte chirurgical redouté autrefois mais apprécié diversement par les femmes de nos jours. Dans quel cas peut-on recourir à la césarienne? La réponse du docteur Vanessa Marie Fessou dans cette édition. La reprise des championnats de première et deuxième division de football du Bénin en page sport. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Demain, samedi 6 avril 2019, marquera le 3e anniversaire de la cession du président Patrice Talon au palais de la Marina. 3 années de réformes et de réalisations diversement appréciées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les hommages au roi du chain system Stan Togon démarrent ce jour à Cotonou. Une série d'activités sont prévues dans ce cadre avec la participation de la famille artistique et des officiels. Les hommages officiels auront lieu demain samedi à partir de 15 h au Palais des Sports du Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Rappelons que l'illustre chanteur, compositeur et créateur du chain system est décédé à Paris le 26 février des suites d'une intervention chirurgicale. Revenu à Cotonou une semaine plus tard, sa dépouille sera inhumée demain samedi 26 avril 2019. D'un hommage à un autre, l'animateur de l'émission Bénin Cadence de Radio Atlantique FM sera inhumé lui aussi demain 6 mars à Porto Novo. Le monde artistique lui rendra hommage à lui aussi. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille artistique béninoise et aux familles éplorées. Le parti politique Bloc républicain a lancé hier la tournée de sensibilisation de ses membres au sujet de l'actualité politique. En attendant de revenir plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions, je vous invite à suivre un extrait du discours de lancement. Nous sommes à une rencontre à l'Infosec. Dans un premier temps, il y a un travail qui est fait sur le terrain par le bureau politique du Bloc républicain. Nous sommes venus nous ressourcer, nous sommes venus mettre à jour les informations que nous avions pour savoir nous comporter sur le terrain, pour savoir aborder nos différentes descentes sur le terrain et surtout pour savoir aborder les questions liées à l'élection vis-à-vis des électeurs. Car sur le terrain, nous avons besoin de défendre les différentes candidatures, surtout celle que je représente, qui est celle quand même des femmes. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis femme, deuxième titulaire sur la liste de la 16e circonscription électorale. Et ça veut dire beaucoup pour nous. Nous avons juste à aller parler aux populations sur le terrain. C'est une élection de liste. Ce sont les législatives. Nous avons besoin de porter un certain nombre d'éléments de langage. Nous avons besoin de porter l'engagement républicain tel que le Bloc républicain veut le développer et veut l'inculquer aux populations. Nous avons besoin d'être les porte-voix justement de cet engagement républicain sur le terrain. Nous avons besoin d'aller expliquer ce qui est en train d'être fait aux populations parce que nous avons besoin qu'elles y adhèrent profondément. Et pour y adhérer profondément, il faut tout simplement aller leur expliquer avec des mots choisis, avec des mots accessibles de façon digeste pour qu'elles puissent être au rendez-vous que nous voulons leur donner. C'est cette raison qui fonde notre présence ici, c'est cette raison qui fonde toute l'attention que nous mettons à suivre les différentes recommandations, les différentes consignes, si je peux m'exprimer ainsi, discipline de parti oblige, les différentes consignes. Les membres du présidium du Bloc républicain ont réuni tous les candidats de la liste Bloc républicain pour un compte rendu des activités qui se sont déroulées. Vous ne restez pas sans savoir ces derniers jours au niveau du Parlement. Il y a eu que les députés membres du Bloc républicain qui étaient représentés au sein de l'Assemblée nationale ont suivi de long à large les discussions dans la recherche du consensus pour aller aux élections législatives. Nous avons compris par ces entretiens d'aujourd'hui que les membres du bureau politique où les députés du Bloc républicain qui étaient au niveau du Parlement ont joué pleinement leur rôle, mais le consensus n'a pas été trouvé
et force doit rester aux lois républicaines qui ont été votées, promulguées. Donc c'est le compte-rendu de cette séance qu'on vient donner aux candidats afin qu'on puisse informer les populations à la base pour que l'intoxication n'aille pas vers nos populations, parce que nous comprenons aujourd'hui qu'on agit un peu sur l'émotion des populations pour distiller dans ces populations la mauvaise information. Donc on est outillés aujourd'hui pour aller informer nos populations à la base de notre obligation d'aller aux élections avec les deux blocs, l'Union progressiste et le bloc républicain. Je vais vous conter la poésie de la cigale et la fourmi. Vous savez, on a supposé un instant que la charte des partis politiques et le code électoral qui ont été votés sont deux lois qui ont de la rigueur, et cette rigueur doit être recherchée par le travail bien fait, et qu'on ne devait pas se lasser de faire du bon travail. Nous, au niveau du bloc républicain, on a travaillé, il y avait une équipe d'experts, si je peux les nommer, et de géographes, de statisticiens, et de gens informaticiens qui ont su bien faire le travail. Pendant ce temps, l'opposition, comme une cigale, faisait son one-man show. Il ne se préoccupait pas de ces lois pour mieux déposer les dossiers. On a vu, vous et nous, ici, que l'opposition passait sur toutes les chaînes, passait toute leur journée à faire des conférences de presse, à aller vers des cérémonies, à remplir des foules. Mais au finish, c'est que si vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez pas aller aux compétitions. C'est ce qu'on a compris et c'est ce qu'on va aussi relayer au niveau de nos populations. La césarienne est une intervention chirurgicale pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse risque de mettre en danger la santé de l'enfant ou de la future maman. Elle peut être programmée soit à l'avance, soit durant la grossesse ou encore décidée en urgence pendant l'accouchement. Devenue très courante de nos jours, la majorité des femmes sujettes à cette opération courent quand même un véritable risque. Pour en savoir plus sur les causes, risques et conséquences, une de nos équipes est allée interroger le docteur Vanessa Marie Khessou. Déjà, nous avons celles qui préfèrent accoucher par césarienne que par voie basse. Donc nous avons les soucis d'aisance des femmes qui, par peur de la douleur de l'accouchement, préfèrent tout simplement qu'on prévoie la césarienne et qu'elles bénéficient de césarienne. Nous avons aussi les techniques d'aide médicale à la procréation, qui augmente le nombre de grossesses multiples. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il y a plus de bébés, on sera obligé à faire une césarienne. Donc toutes ces variantes font que le nombre de césariennes augmente de plus en plus dans nos pratiques. Si au cours de la grossesse, on se rend compte que le fœtus ne croît pas comme il devrait, donc on a un retard de croissance intra-utérin, il vaut mieux faire la césarienne pour améliorer le pronostic vital du nouveau-né. Parce que si on ne fait pas la césarienne et qu'on laisse évoluer la grossesse, il y a un risque de décès du fœtus dans le ventre. Et si par contre on prend la décision de faire un accouchement par voie basse, s'il y a d'autres facteurs péjoratifs, on peut avoir le décès intrapartum, c'est-à-dire pendant l'accouchement. Donc dans ce cas-là, par exemple, on peut être amené, parce qu'il y a une complication au niveau du fœtus, on peut être amené à faire une césarienne. De la même manière, chez la mère, si par exemple on a une hypertension artérielle associée à la présence de protéines dans les urines, ce que nous on appelle prééclampsie, qui se complique et qui va vers l'éclampsie, c'est-à-dire la survenue de crises convulsives chez la femme, forcément on sera obligé de faire une césarienne en urgence pour pouvoir sauver et la mère et le fœtus. La césarienne est un acte chirurgical et comme toute chirurgie, il y a toujours des conséquences. Déjà, les conséquences immédiates, c'est les complications infectieuses. Vu qu'on a ouvert le ventre, il y a toujours des microbes. Malgré toutes les mesures d'asepsie, il peut y avoir qu'il y ait une complication infectieuse de la plaie opératoire. Déjà ça. Maintenant, plus tardivement, on peut avoir des cicatrices disgracieuses qui vont être inesthétiques pour la dame. Maintenant, par rapport aux conséquences sur les grossesses ultérieures, le risque qu'on a beaucoup plus, c'est que le placenta, lors des grossesses ultérieures, s'implante un peu plus bas. Donc, ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera un obstacle à la sortie du nouveau-né.
Et si le placenta vient se greffer là où on avait coupé l'utérus, ça complique un peu la technique opératoire lors de la prochaine césarienne qu'on aura à faire. Cette précaution repose sur les consultations prénatales. Toute femme qui se sait enceinte doit se rendre dans un centre de santé chez la sage-femme ou chez le gynécologue pour d'abord confirmer la grossesse, confirmer le siège de la grossesse et suivre régulièrement cette grossesse. C'est-à-dire faire le bilan prénatal, respecter les conseils que l'agent de santé va donner, acheter les médicaments pour prévenir le paludisme, pour prévenir l'anémie. Donc tout ceci réduirait d'abord les complications que l'on aura sur la grossesse et donc par ricochet réduira le nombre de césariennes qu'on aura. Éviter de payer la contravention appropriée, même en cas de saisie, c'est le souhait de ceux qui vivent de la fraude douanière. De vieux individus profitent de cette faiblesse de ces commerçants pour leur stocker des fonds. Un adepte de ce réseau, se faisant passer pour un agent externe de la douane, a été appréhendé alors qu'il se présente comme un intermédiaire de la douane. Il a ainsi pris régulièrement de l'argent à une commerçante jusqu'à son arrestation le vendredi 29 mars 2019. Le chef service Atlantique littoral d'intervention rapide des douanes, Marcelin Laourou, profite de cette arrestation pour sensibiliser les populations au sujet des intermédiaires. La propriétaire, celle qui a été victime, s'est rapprochée de nous. L'individu dont il s'agit a soutiré de l'argent à la dame et je crois que c'est le vendredi, ce dernier maintenant, elle est allée réclamer encore de l'argent à la dame pour dire c'est la douane. Et c'est là que la dame s'est dit non, trop c'est trop, il faut qu'elle contacte le service des douanes. C'est alors que la douane a dit, et la dame a appelé pour dire, ah voilà, j'ai confié le dossier à quelqu'un, il m'a demandé de l'argent, j'ai donné, finalement, vendredi midi, de venir payer les frais de fourrière et autres, et qu'elle en a marre. Et nous étions étonnés. J'ai interrogé mon adjoint, j'ai interrogé tous mes collaborateurs. On n'a reçu personne dans ce cadre. Alors, les collègues de la police républicaine ont été informés. Et comme c'est leur domaine, tout le dispositif a été mis en place pour que l'intéressé soit interpellé et pour qu'il réponde devant la loi. Parce que, vous savez, il faut que la population sache qu'aujourd'hui, qui m'excuse, c'est plus comme avant. Il y a plus, je suis ami du douanier, je suis ami du policier. Quand vous avez quelque chose avec un service public, il faut que les propriétaires, les intéressés se rapprochent des services de l'État. Nous sommes au service de l'État et au service de la population. Donc, quand les gens vont le voir pour dire « je connais tel douanier, je connais le chef de service, je connais si c'est faux », il faut que les intéressés même se rapprochent de nous pour dire, parce que nous sommes, tel que je l'ai dit, nous sommes au service des populations. Sans les populations, sans les âgés, est-ce que nous allons exister? Donc, actuellement, aucun agent des douanes ne peut prendre le risque de se prêter à ces pratiques de « je connais telle personne, je connais telle personne ». Aujourd'hui, aucun agent des douanes ne peut jamais traiter un dossier contentieux et prendre le risque de ne pas faire ce qui est prévu par les tests. Donc, ils n'ont qu'à savoir que désormais, ce n'est plus autorisé. Mieux, quand ils vont les voir pour dire qu'il y a des véhicules, des motos à vendre, c'est du faux. Parce que, je vous dis, en douane, pour qu'il y ait vente aux enchères publiques, il y a plusieurs conditions, mais je vous donne les deux conditions principales. Il faut qu'il y ait une requête de confiscation, qui est l'ordonnance, signée par le président du tribunal territorialement compétent. Et ensuite, ça doit être affiché pendant 10 jours. En page culture, faisons un clin d'œil au plasticien Rafi. Ce jeune peintre graffeur et adepte du figuratif était en exposition à la Maison Rouge de Cotonou du 21 au 28 mars dernier. Il explique comment son œuvre reste intimement liée à l'actualité. Il précise également qu'il se laisse emporter par l'esprit créatif dès qu'il entame une toile. Il est la découverte de Billy Laibi sur l'émission 100% Culture de cette semaine. Ça arrive comme ça, en posant les couleurs, en posant les éléments, les marcs de café et ainsi de suite sur mes toiles.
les mouvements apparaissent, quoi. Sûrement que c'est dans mon subconscient, je ne sais pas. Donc ça apparaît au fur et à mesure. Et moi, je les souligne, quoi. Je les fais sortir jusqu'à ce que... Voilà, quoi. Je travaille, j'ai une idée, j'ai envie de dessiner, de faire un mouvement, de faire quelqu'un, de faire un masque. Après, comment je vais le faire, je ne sais pas. Je pose les couleurs et puis je les trace. Et plus je les superpose, et puis les mouvements ça apparaît, quoi. Après, il y en a que je garde, il y en a que j'élimine parce que je trouve qu'ils n'ont pas leur place en l'art, quoi. Ce que je garde, c'est ça qu'on va voir à la fin, mais après, il y en a des milliers que j'ai supprimés, qu'on ne verra pas. Mais moi, je les ai vus au moment où je les conçois, et après, je les élimine au fur et à mesure, quoi, et que voilà, je puisse équilibrer les choses, quoi, voilà. Mais pour pouvoir traverser, pour aller là-bas, donc, et malgré qu'ils sont malmenés et tout, ils arrivent quand même à traverser cette grille pour aller de l'autre côté. Donc j'avais décidé de faire ces scènes-là, quoi. Donc c'est pour ça que tu vas voir souvent des personnages qui sont là, qui s'orientent vers ces grilles-là, quoi, avec tu vois, les mains. Il y en a en traversant les grilles, ils vont laisser un morceau de leur doigt, ils vont avoir des pieds découpés parce que ces grilles sont protégées par des barbelés très très tranchants, hein. C'est super tranchant ces barbelés, ça ne pardonne pas. Malgré ça, ils arrivent quand même à traverser. Alors chérie, je peux t'expliquer pourquoi tu vas voir qu'il y a des numéros de téléphone aussi. Il y a des chiffres, c'est des numéros de téléphone. Alors quand tu vois ici à Porto Novo, j'ai constaté à Cotonou aussi, dans certaines maisons où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été à l'école. Tu vas voir un monsieur âgé, peut-être qui n'a pas fait les écoles, et il a un téléphone. Je me suis posé la question, comment il arrive à mettre les noms et les numéros dans le répertoire, parce que c'est pas évident, hein, les téléphones à l'utiliser. Et j'ai remarqué, en fait, au lieu de le mettre dans le téléphone, ils vont l'écrire sur le mur de leur maison. Ils vont choisir un côté du mur, dans une chambre ou un salon, et tu vas voir le nom de tous les membres de la famille qui ont un téléphone qu'on peut joindre. Et ça m'a paru intelligent, parce qu'ils ont trouvé une solution à leur problème d'analphabétisme, à l'adaptation à l'outil informatique, à la nouvelle technologie. Au lieu de l'utiliser directement, de l'inscrire directement sur le téléphone, ils vont l'inscrire sur un mur. Ceux qui sont allés à l'école ne sont pas cons, hein. Ils sont très intelligents. Ils savent qui a écrit quoi et qui a mis quoi. Parce que quand tu regardes sur les murs, les lettres, les chiffres ne sont pas écrits de la même manière. Il y en a qui vont l'écrire avec la craie, il y en a qui vont l'écrire avec du charbon, il y en a qui vont l'écrire même avec un crayon ou même graver ça, quoi, tu vois. Parce qu'on prend une pierre et on grave ça sur le mur. Et ça m'a ramené à l'histoire de la peinture rupestre. Au départ, les hommes préhistoriques, tu vois, ils étaient dans les montagnes, ils reproduisaient ce qu'ils voyaient pour communiquer. Et donc, j'ai trouvé ça, on est en 2000, tu vois, au 21e siècle, et on a reproduit, quand les mêmes problèmes se posent, on retrouve les mêmes manières, tu vois, et j'ai trouvé ça génial. Ouvrons la page sport avec le championnat national. Après quelques jours de pause, les championnats nationaux de Ligue 1 et de Ligue 2 reprennent ce week-end. Ezaoué Football Club reçoit demain en ouverture de la phase retour de la Ligue 1 l'AS Tonnerre de Boycon à René-Pleven. 3 points séparent les deux équipes au classement. Ezaoué FC dispose de 22 points tandis que son adversaire dispose de 25 points. À l'aller, Ezaoué est allé s'imposer 2-0 à Thomas Tomadaga de Boycon. Les poulains de Richard Bion ont terminé la phase aller sur une série de 3 victoires consécutives. Tonnerre FC, par contre, a chuté face aux Dragons lors de la 19e journée après 3 matchs nuls. Malgré ces statistiques positives, le directeur sportif des Ezaoué FC reste prudent. Nous revenons de très loin. Vous savez, on était pendant longtemps plongé dans la zone rouge. Nous revenons de très loin et Dieu merci. Nous respirons un peu, nous ne sommes pas dans la zone rouge, mais c'est le démarrage du championnat qui nous permettra de confirmer. Parce que nous allons commencer aussi le championnat par un match très compliqué, Tonnerre. Tonnerre, on était allé les gagner chez eux à domicile au premier match du championnat. Tonnerre que nous avions gagné n'est plus le Tonnerre de maintenant. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont en course pour la Coupe du Bénin. Je crois que si nous sommes en train de faire tous ces exercices-là, c'est pour ne pas faire pied de figure. Et c'est pour ne pas avoir
ce stress-là encore de relégables, non relégables. Nous allons éviter complètement la relégation et essayer de faire le meilleur de nous-mêmes puisque les moyens ne nous manquent pas. Esaé n'attend pas les subventions de qui que ce soit avant de mettre les joueurs en condition. Esaé ne doit aucun salaire, aucune prime à ses joueurs. Donc je crois que nous ne sommes pas une grande équipe, mais modestie oblige, nous essayons de gérer le quotidien. Soulignons que Tonnerre FC a été éliminé en quart de finale de la Coupe par la Jacques. Parmi les autres affiches de la première journée de la phase retour, nous avons entre autres le dimanche Aspac Buff, BK FC, Asbo et JSP Dragon. En Ligue 2, pour le compte de la 20e journée, AS Cotonou accueille Akanké. Espoir de Savalou reçoit Entente FC et Odu FC sera l'hôte de la jeunesse sportive d'Agoni samedi. Le leader Real Sport de Parakou se déplace dimanche à René Pleven pour affronter les Requins FC. Sur le continent, les quarts de finale des compétitions de clubs de la Confédération africaine de football CAF démarrent ce week-end. Les manches allées des quarts de finale de la Ligue africaine des champions se jouent samedi, alors que la manche allée des quarts de finale de la Coupe de la Confédération se dispute le dimanche. En handball, le 37e championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe s'est ouvert ce vendredi au Maroc. 24 équipes, dont 16 en hommes et 8 chez les dames, participent à la compétition qui s'achèvera le 14 avril. Les Nations Unies ont institué en 2013 la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Cette journée est célébrée chaque année le 6 avril depuis 2014. Le sport joue en effet un rôle important dans toutes les sociétés, que ce soit sous la forme de compétitions sportives, d'activités physiques ou de jeux. Alors, dans un contexte de climat politique tendu au Bénin, le Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, veut marquer le 6 avril 2019 à travers une série d'activités. Le secrétaire général Fernando Ressou nous dévoile ici le contenu de ce programme. Le Comité national olympique et sportif béninois a, pour marquer d'une pierre blanche l'année 2019, la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix de 2019, et au regard de la crise politique dans le pays, le Comité national olympique et sportif béninois a décidé d'organiser une marche et une randonnée cycliste qui va rassembler toute la classe politique. Donc, tous les partis politiques de la mouvance homme de l'opposition, les missions diplomatiques au Bénin, les différentes fédérations sportives nationales, l'armée, le monde paramilitaire, le monde scolaire, le monde universitaire, la société civile, tout le monde va se regrouper au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pour célébrer les vertus du sport, les valeurs éducatives du sport, les valeurs de paix, de solidarité et d'amitié que le sport véhicule. Et donc, cela nous donnera l'occasion d'apaiser la tension sociale. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaé TV. Passez un bon week-end. Bonsoir.